Figaro Live, il est 11h11, 24 heures tout juste, pas encore, mais pas loin, après l'audition d'Alexandre Benalla devant les sénateurs. Question qu'on vous pose sur le Figaro.fr depuis hier. Êtes-vous choqué par les nombreux refus opposés par Alexandre Benalla aux questions des sénateurs? On va y revenir aujourd'hui avec nos invités, avec François Grosdidier, membre de la commission d'enquête, et avec lui, avec François-Xavier Bourmeau et le spécialiste de la communication et des discours, Christophe Devogue, qui sont ce matin nos décrypteurs. Bonjour François Grosdidier. Bonjour. Vous êtes donc membre de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Vous avez demandé à Alexandre Benalla si Jean-Yves Le Drian pouvait ignorer, pouvait oublier que Benalla est allé à N'Djamena, au Tchad. Est-ce que la réponse de Benalla vous a convaincu? On rappelle que Benalla vous répond à ce moment-là qu'il a vu une brève dans le Canard enchaîné signalant que la direction de la coopération internationale, donc direction dépendante du Quai d'Orsay, avait oublié de faire remonter cette information au cabinet de Jean-Yves Le Drian. Non, c'est complètement surréaliste. Bien sûr qu'il ne n'a pas convaincu. D'ailleurs, lui-même, c'était rapporté par Marianne, disait à l'aéroport, comme ça ils sauront où je suis. Donc lui-même utilisait le passeport diplomatique en quelque sorte pour narguer je ne sais qui à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, parce qu'il était bien dans une diplomatie parallèle. Différentes informations laissent penser qu'il a effectivement pu avoir des échanges avec le président de la République, tant sur l'emploi des forces mobiles lors des manifestations des Gilets jaunes autour du 8 décembre, mais également sur la situation au Tchad, où tout n'aurait pas été dit, notamment sur les Russes, sur leur présence au Tchad, tout n'aurait pas été dit au président avant qu'il y arrive le 22 décembre, et donc entre le 12 et le 22 décembre, il y aurait eu des échanges. Or, M. Le Drian nous explique qu'il n'a été informé de la venue de M. Benalla que le 26 décembre, 4 jours après la venue du président de la République, et que l'ambassadeur avait oublié de le prévenir. Tout ça est invraisemblable, comme ce qui nous est dit depuis le départ. Une faute professionnelle, d'ailleurs, de la part de l'ambassadeur. Mais tout à fait. Donc tout est invraisemblable. Alors, ce qu'on voit bien, c'est quels que soient les éléments de langage, puisque dès le début de l'affaire, dès le début des travaux de notre commission d'enquête, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des éléments de langage partagés et que la première thèse, c'était M. Benalla s'occupe de tout, déplacement, protocole, mais surtout pas de sécurité. Jusqu'à ce qu'on tombe sur cet arrêté du préfet de police lui attribuant une arme pour assurer des missions de sécurité, qu'on ait les témoignages, des syndicats de police, ou alors qu'on ait les images des déplacements où il est dans les gestes professionnels de garde du corps. Donc après, on a eu des vérités glissantes, et là encore, une thèse officielle, mais quand même avec des incohérences entre M. Strodal, directeur de cabinet, et M. Benalla, où il est sûr que même très factuellement, un des deux ment sur les détails. Je voudrais revenir sur la question que vous avez posée. Moi, elle m'a interpellé parce qu'à ce moment-là, elle intervient à un moment où tout le monde pose une question à Alexandre Benalla, que ce soit à la fois Philippe Bas, le président de la commission, Jean-Pierre Sueur, le vice-président, et d'autres sénateurs, lui posent la question des conditions d'obtention des fameux passeports diplomatiques qu'il était censé avoir rendus. Vous ne lui posez pas de questions sur ça. Est-ce que parce que vous tenez pour acquis qu'il ne vous répondra pas à cette question, ou est-ce que vous voulez gêner le gouvernement et en particulier le ministre des Affaires étrangères? D'abord, il est évident qu'il ne répondra pas puisqu'il a répondu avant. Et ensuite, je voudrais comprendre pourquoi. Pourquoi, au départ, même, on ne nous a pas dit simplement oui, M. Benalla est venu comme garde du corps, comme les secrétaires et les attachés de presse du staff de campagne. C'est un peu entrechoqué avec les services, c'est recadré. Et puis, l'affaire pour le Sénat se serait arrêtée là. On aurait terminé en préconisant que la sécurité lycéenne reste bien en force de sécurité intérieure. Mais s'ils n'avaient rien cherché à dissimuler, pour nous, ça s'arrêtait là. Or, ils ont essayé de dissimuler un autre rôle de M. Benalla. Là, de la même façon, pourquoi cette affaire de passeport, on apprend en fait, quand on se renseigne un peu, que tous les titulaires de passeports diplomatiques ou de services ne le rendent pas, et comme ils arrivent rapidement à expiration, ils peuvent l'utiliser jusqu'à expiration, puis après on n'en parle plus. Et d'ailleurs, l'Élysée, c'est là où c'est pas cohérent, nous dit qu'ils ne pouvaient pas les utiliser, et par ailleurs, M. Benalla dit, mais je les avais rendus, et on me les avait redonnés à nouveau. Alors, et ils mettent 4 mois à porter plainte. Ou c'est scandaleux, il fallait qu'ils l'arrêtent tout de suite, ou ce ne l'est pas. Pourquoi alors avoir porté plainte mercredi dernier pour qu'il soit en statut de témoin assisté vendredi et qu'il s'en serve comme paravent pour ne plus répondre à nos questions?
Alors, quand il vous dit sur les passeports diplomatiques, je ne vous ai pas menti. Ben, il dit effectivement, au moment où je vous ai parlé, je les avais rendus. Sauf qu'on me les a redonnés après, et donc je les ai Et réutilisés. ce n'est pas lui qui est en cause dans ces cas-là. Ben non, dans ce cas-là, c'est M. Stroda ou c'est quelqu'un à l'Élysée. Quel est votre avis à l'issue de cette audition? Ben, mon avis, c'est qu'on cherche, que non seulement M. Benalla n'a pas tout dit, mais c'est que l'Élysée lui a permis de ne pas tout dire en portant plainte mercredi. La justice a été d'une fulgurance qu'on n'a jamais connue, même pour François Fillon, pour qu'il soit en statut de témoin assisté le surlendemain et que le lundi puisse venir en disant « je ne peux rien vous dire ». Est-ce que, quand même, je comprends ce que vous dites sur l'Élysée et la mise en cause que vous faites de l'Élysée, mais est-ce qu'il était pertinent quand même de tenir cette séance, et est-ce qu'il était pertinent d'avoir une séance de cette commission d'enquête? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu attendre la fin de l'instruction judiciaire? Non, mais nous, notre commission d'enquête s'arrête. Et d'ailleurs, on aurait pu entendre la semaine dernière M. Benalla avant d'entendre M. Stroda. On les a tous convoqués en même temps. On a pris contact pour les entendre dans un intervalle assez serré pour boucler le rapport de la commission d'enquête. C'est là-dessus qu'une stratégie a manifestement été mise en place pour un dépôt de plainte. Je rappelle, 4 mois sans réaction, sans plainte. Au bout de 4 mois après l'article qui a enchaîné, surtout la convocation devant la commission d'enquête, on porte plainte pour les passeports. 48 heures après, statut de témoin assisté pour qu'ils ne nous disent rien. À la question « Êtes-vous retourné à l'Élysée ?», Alexandre Benalla a refusé de répondre. Là oui, aussi, mais après, il a refusé de répondre. Et un peu plus tard, il dit « Je ne suis pas allé à l'Élysée, j'ai plus de contact avec les personnes depuis le 24 décembre. » Pas depuis le 1er août, depuis le 24 décembre. Or, mes questions sur les forces de sécurité... Donc vous avez un doute entre le 1er août et le 24 décembre. Le 24 décembre, de façon évidente. Des recommandations très sévères seront contenues dans le rapport que votre commission va rendre. C'est ce qu'a déclaré un autre membre de la commission, le sénateur Marc-Philippe Daubresse. Quelle est la teneur de ça? Il faudrait demander aux rapporteurs eux-mêmes. J'ai moi-même été rapporteur. Ce sont les rapporteurs qui rédigent leur rapport. Donc on va le voir. Mais à l'évidence, ils ne pourront constater que les contradictions et les invraisemblances. Après ça, nous aurons un débat. Je rappelle qu'il y a une bonne semaine où nous pouvons consulter sur place. Nous ne pouvons même pas sortir avec le document. Le projet de rapport doit rester strictement confidentiel. Donc on va dans un bureau, on annote. On peut avoir une idée quand même. On peut avoir une idée. Ensuite, on en débat. Quelle idée on peut avoir aujourd'hui? Au minimum, ce sera à la fois de noter toutes les contradictions et les invraisemblances. Et deuxièmement, ce sera de faire des préconisations pour que ça ne se reproduise plus. Et notamment des préconisations pour des sanctions à l'encontre d'Alexandre Benalla parce qu'il a refusé de répondre? C'est autre chose. S'il y a des sanctions, c'est sur un dépôt de plainte. On va voir effectivement les contre-vérités, les mensonges qui ont pu être dits et à ce moment-là porter plainte, mais les préconisations... Vous seriez favorable à un dépôt de plainte? Oui, tout à fait, puisque je l'avais été pour ce pneumologue qui nous avait menti sur la commission d'enquête sur la qualité de l'air. Donc il n'y a pas de raison de pratiquer différemment. Il est interdit de mentir devant le Sénat, pas forcément aux enquêteurs. Est-ce pour cela qu'il a refusé de parler, selon vous, devant les sénateurs? En fait, il est interdit de mentir aux enquêteurs, sauf pour le mis en cause. Effectivement, on ne risque pas le parjure. Quand on est mis en cause soi-même, au nom du droit de la défense, on a le droit de mentir. En dehors de cela, on ne peut pas mentir. Voilà. Merci beaucoup François Grosdidier pour ces précisions. On va y revenir. Votre intervention soulève beaucoup de questions de la part de nos internautes. Vous continuez à nous poser vos questions, à donner vos commentaires. On va les partager dans une deuxième partie, mais on va quand même regarder du côté de l'Élysée ce qu'on peut en penser et quelles ont été la vraie nature des liens entre Alexandre Benalla et Emmanuel Macron. On va voir ça dans un instant avec François Grosdidier, mais en attendant, vous répondez à la question qu'on vous pose sur le Figaro.fr. Est-ce que vous êtes choqué par le refus d'Alexandre Benalla, les nombreux refus d'Alexandre Benalla opposés aux questions des sénateurs? C'est la question qu'on vous pose en une du Figaro.fr. Bonjour François-Xavier Bourmeau. Bonjour Vincent. Vous suivez au service politique Emmanuel Macron, vous suivez l'Élysée, vous lui avez consacré 2 biographies, une pendant la campagne et une autre sur les coulisses de la victoire, 2 livres que bien sûr on recommande, qui sont très fouillés, avec bourrés de révélations. La chose qui frappe dans cette audition de Benalla, c'est qu'il n'a mis
personne en cause, en tous les cas dans l'entourage présidentiel. Est-ce qu'on est soulagé à l'Élysée au sortir de cette audition ? Alors, à l'Élysée, c'est le blackout. Il n'y a aucun commentaire officiel sur l'audition d'Alexandre Benalla. On sait que l'audition a été regardée. Ça, c'est quelque chose de nouveau depuis cet été, le blackout? Non, sur les auditions d'Alexandre Benalla, on savait que les auditions étaient regardées et écoutées, mais ce n'est jamais expliqué en on, officiellement. Mais évidemment qu'à l'Élysée, on écoute ce que dit cet ancien collaborateur pour ne serait-ce que s'assurer qu'il n'y ait pas de mise en cause. Là, hier, vraisemblablement, tout le monde a dû être rassuré par les propos d'Alexandre Benalla sur le fait qu'il ne protégeait personne, qu'il n'avait pas menti, qu'il n'était pas parti de l'Élysée avec de lourds secrets, parce que c'était une accusation qui flottait dans l'air. C'est-à-dire, qu'est-ce que détenait Alexandre Benalla comme information pour pouvoir se retrouver dans cette situation un peu invraisemblable. C'est intéressant ce que vous dites précisément parce que je vais vous citer la confidence d'un membre de la commission, qui n'est pas François Grosdidier, qui est un autre, à l'issue de cette audition, qui nous a confié « Je ne suis pas sûr que le lien avec l'Élysée ait été coupé ». Oui, mais effectivement, c'est ce qu'on ressent quand on quand on a écouté de près l'audition d'Alexandre Benalla. Il y a deux choses, en fait. C'est un peu comme Emmanuel Macron est de son côté rentré dans l'acte 2 de son quinquennat. Là, on arrive dans l'acte 2 de l'affaire Benalla, où on voit bien qu'il y a une rupture entre Alexandre Benalla et le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Straudin. Là, visiblement, il y a quelque chose qui ne passe pas. Avant, c'était suggéré, avant cet acte 2, l'opposition était suggérée par Alexandre Benalla, c'était des accusations qui étaient portées sur l'ancien monde, pour aller vite, la technostructure. Là, on voit bien aujourd'hui que ce lien est présenté comme étant coupé. Ce qui pose question, c'est, François Grosdidier en parlait tout à l'heure, c'est cette mise en examen d'Alexandre Benalla 3 jours avant son audition par le Sénat qui lui donne un alibi, un argument pour ne pas répondre à peut-être la seule question qui valait dans cette commission d'enquête, c'était comment s'est-il retrouvé avec... à garder ses passeports diplomatiques, à les récupérer, à les utiliser. Enfin, c'était vraiment les seules questions qui valaient. Or, Alexandre Benalla a été mis en examen pour usage abusif de ses passeports. Donc, il avait beau jeu d'invoquer de réserver ses réponses à la justice. Alors la question qui se pose, c'est également sur la véritable nature des liens entre Emmanuel Macron et Alexandre Benalla. Depuis qu'a éclaté l'affaire, depuis le 14 juillet, on a quand même vu le président de la République mouiller plusieurs fois la chemise pour défendre l'honneur de son ancien garde du corps. Et sans doute de la façon la plus visible, c'était au cours du mois de juillet, peu après que l'affaire ait éclaté, devant les députés de La République En Marche. Où il retrace me chercher. Voilà, il dit ça et en même temps, il reste un panégyrique d'Alexandre Benalla. Faut savoir... Autour d'Emmanuel, il en a fait d'autres après, mais il le défend parce qu'autour d'Emmanuel Macron, c'est un système qui est très darwinien. Seuls les meilleurs survivent. Alors Alexandre Benalla, dans la campagne présidentielle, il a démontré des qualités de couteau suisse pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est un peu la personne qui, au point de vue de la sécurité, le facilitateur, lui a arrangé pas mal de coups. Il y en a un qui est resté dans l'histoire de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est devant les salariés de l'usine Whirlpool entre les deux tours de l'élection présidentielle, quand Marine Le Pen arrive et fait un coup médiatique le matin en allant s'afficher aux côtés des ouvriers en grève, pendant qu'Emmanuel Macron est lui enfermé avec les représentants des élus. Là, la sécurité du candidat Emmanuel Macron, qui est en position de devenir président de la République, la sécurité officielle, la police, lui décommande fortement de se rendre dans cet endroit parce que c'est dangereux. Celui qui lui débrouille la situation, qui lui permet d'aller sur le site, discuter... Sur injonction d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Voilà, c'est cette fameuse phrase qu'on voit dans le documentaire qui a été diffusé peu après l'élection. Si tu écoutes les gars de la sécurité, t'es mort. Et le gars qui permet à Emmanuel Macron de retourner... C'est comme ça qu'Hollande est mort, d'ailleurs. Voilà, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Et c'est grâce à Alexandre Benalla qu'Emmanuel Macron retourne la situation, retourne le coup médiatique, le coup de campagne de Marine Le Pen pour le tourner à son avantage. C'est-à-dire que Alexandre Benalla, c'est quelqu'un sur qui Emmanuel Macron peut s'appuyer. Pendant la campagne, il s'est appuyé sur lui, il lui a débrouillé plusieurs situations. Alors ça peut aller du détail d'organisation d'un meeting à ce type de situation-là. Et quand il arrive à l'Élysée, il l'emmène avec lui. Est-ce qu'on est arrivé, pardon, je vous coupe, mais à savoir comment finalement Alexandre Benalla et pourquoi Alexandre Benalla a jeté lui son dévolu sur Emmanuel Macron et comment il est arrivé dans l'entourage présidentiel?
Alors ça, c'est sans doute plus lié à la personnalité d'Emmanuel Macron, qui, par la reconnaissance qu'il accorde à ceux qui le servent autour de lui, qui le servent bien, provoque une sorte d'effet d'adhésion ou d'allégeance, disons. Il y a un très fort côté séducteur d'Emmanuel Macron qui arrive à enrôler autour de lui à peu près n'importe qui. C'est-à-dire, beaucoup de gens disent qu'il séduirait une chaise. Mais Emmanuel Macron fonctionne comme ça. Si vous êtes bon et que vous délivrez du résultat, l'expression anglaise « deliver », vous restez avec lui et vous travaillez avec lui. Il y a à l'Élysée quelque chose qui n'est pas très connu. Par rapport à ça. Quelque chose qu'Alexandre Benalla a fait à l'Élysée qui n'est pas très connu. Il était question avant l'élection d'Emmanuel Macron, de renforcer la sécurité du palais présidentiel. François Hollande n'avait pas voulu le faire pour ne pas engager des dépenses qui auraient nourri une polémique sur le thème « L'Élysée dépense de l'argent pour… » Emmanuel Macron, lui, décide d'engager ses travaux de renforcement de la sécurité du palais présidentiel. Celui qui bâtit les plans, qui démontre à Emmanuel Macron la façon dont il faut organiser tout ça, c'est Alexandre Benalla, qui déboule dans son bureau et qui lui dit, voilà, en 5 minutes, un commando armé peut débarquer dans le bureau présidentiel. Et il lui démontre sur le papier, et Emmanuel Macron engage les travaux de sécurité sur cette démonstration-là. Hier, la commission du Sénat a été quand même mise en échec par les réponses d'Alexandre Benalla. Est-ce que vous pensez qu'à l'Élysée, on est satisfait de voir la commission, ses sénateurs, ses opposants mis en échec? J'en sais rien si à l'Élysée, on est satisfait de la tournure de la commission parlementaire. La seule chose qu'on puisse avancer, en tout cas, c'est que à l'Élysée, vraisemblablement, on doit aussi être soulagé de ne pas avoir vu Alexandre Benalla brandir je ne sais quelle menace ou ce qu'il avait sous-entendu ces derniers temps. Maintenant, je vais parler, ce genre de choses. Donc, dire qui lui a donné les passeports, comment il les a récupérés, par exemple. Ouais, mais après, là, on rentre dans le domaine de la conjoncture, de la conjecture. Pardon. Donc là, je ne peux pas avancer plus. On va rester pour l'instant au niveau des informations. Merci François-Xavier. Il y a beaucoup déjà de questions qui sont posées après ce que vous nous avez révélé. On va revenir donc à la prestation maintenant d'Alexandre Benalla, mais côté forme, côté posture, avec un spécialiste de la question, Christophe Devoogd. En attendant, vous répondez à cette question qui apparaît sur le player du Figaro. Êtes-vous choqué par les nombreux refus opposés par Alexandre Benalla aux questions des sénateurs? C'est la question posée en une du Figaro.fr. Bonjour Christophe Devoogd. Bonjour. On est content de vous avoir ici. Vous êtes un habitué des plateaux de Figaro Live. Et vous êtes historien, vous êtes professeur à Sciences Po. Vous avez écrit une histoire des Pays-Bas qu'on recommande, mais vous êtes également spécialiste de communication politique et du discours politique. Comment vous analysez la prestation d'Alexandre Benalla? Écoutez, contrairement à ce qu'on dit un peu partout, notamment sur certains plateaux, je trouve qu'il confirme une fois de plus ce qui était excellemment dit d'ailleurs par mes deux prédécesseurs, c'est le fait que c'est un homme quand même assez remarquable, surtout vu son jeune âge. Répondre à une commission d'enquête du Sénat, je veux dire, j'aimerais pas être à sa place, surtout avec François Grosdidier en face, et il se débrouille quand même comme un chef. Il est résilient, il a de l'aplomb, et il est résilient. Oui, on sentait hier qu'il est aussi bouillant, d'ailleurs il l'a prouvé le 1er mai, et on sentait que son avocate le calmait par moments. Alors précisément, est-ce que justement, vous ne pensez pas que sa précédente prestation était plus réussie que celle-là? Du point de vue, je dirais, médiatique, oui, bien sûr. Mais celle-là, c'était un tout autre type d'exercice, puisque là, elle était beaucoup plus délicate sur le fond, puisqu'il y avait cette question du mensonge, en fait, qui plane. C'est-à-dire, que s'est-il vraiment passé? Quelle est cette histoire de passeport invraisemblable? Avec l'impression quand même qu'ont eu les sénateurs, moi j'ai senti que le président Bach, qui n'est plutôt pas un surexcité, commençait à être un petit peu las de toutes ces manœuvres, avec quand même l'évidence que quelqu'un ment. Maintenant on sait en tout cas que quelqu'un ment, puisque les passeports, nous dit Alexandre Benalla, vraiment je crois que c'est très important cette histoire de la restitution des passeports, le fait qu'on lui ait rendu. Et là, je marque un peu, je pense que l'Élysée doit être un peu quand même gêné par cette réponse, parce que maintenant, la question retombe sur l'Élysée, mais pourquoi lui a-t-on rendu ses passeports? Autrement dit, soit le directeur de cabinet ment, soit Alexandre Benalla ment, mais en tout cas, là, le problème, il y a vraiment le fer dans la plaie. Et les sénateurs, d'ailleurs, admirablement, ont essayé de tourner autour de cette question, d'essayer vraiment d'obtenir une réponse, mais en effet, il est protégé, si j'ose dire, par le fait d'être mis en cause devant la justice.
C'est un paradoxe. On a pu admirer la stratégie de contournement, notamment de François Grosdidier. Effectivement, c'est quand même le paradoxe, c'est une des révélations de cette affaire. Une enquête, une mise en examen peut finalement vous protéger, pour dire la vérité. Eh bien voilà, il y en a d'autres à qui ça a moins réussi. Peut vous aider à mentir. Voilà. En tous les cas. Ou à ne pas répondre. Ou à ne pas répondre. Pour l'instant, on ne sait pas qui dit vrai, qui Voilà, dit faux. exactement. Est-il donc perdant ou gagnant à l'issue de cette audition? Pour vous, il est gagnant. Pour moi, il a sauvé ses meubles. Il a dit des choses, on a senti qu'il était d'ailleurs lui-même assez peu convaincu quand il a dit « je n'ai pas de secret ». Évidemment qu'il a des secrets. Il ne connaît pas le code nucléaire, hein, mais par définition, quand on a accompagné le président, notamment dans la campagne, hein, il sait, par exemple, qui il a rencontré, quand il a rencontré, etc. Ce qui intéresserait beaucoup un journaliste comme vous, par exemple. Il a donc évidemment des secrets. Il a évidemment des secrets. Quelle est l'importance de ces secrets? Ça, c'est autre chose. Il y a une autre question qui me turlupine, surtout en vous écoutant et en écoutant toujours vos analyses sur le plateau, notamment de Point de Vue sur Figaro Live, sur tout ce qui est la posture et ce qui est les éléments de langage. Si on prend l'audition dans son ensemble, sur les 2 heures, on voit d'abord un homme qui joue la contrition, qui joue le père, le mari, l'homme qui a été surmené sous pression des révélations de cette affaire. Et puis ensuite, un homme qui se cache derrière le refus et qui est assez cassant. On voit d'ailleurs les résultats sur le Figaro.fr. La majorité des lecteurs du Figaro sont choqués par l'absence les refus opposés par Alexandre Benalla, 73% au dernier pointage, et vous pouvez continuer à voter. Est-ce que sa posture était cohérente? Est-ce qu'il n'y avait pas une contradiction justement entre jouer l'homme contrit au début et puis après cette espèce d'arrogance, ce refus? Je renverse l'argument. Je crois ça montre aussi les multiples facettes d'un personnage véritablement passionnant, je dirais littérairement passionnant. Ça montre aussi, encore une fois, moi je comprends très bien l'intérêt qu'Emmanuel Macron lui porte, car ça change des technos qui l'entourent. On peut pas. Alexandre Benalla, c'est un peu. Oui, ça change de Philippe Bas. Ça change de. Secrétaire général adjoint de l'Élysée dans son temps. Ça change des technos qui entourent Emmanuel Macron. Et en effet, on l'a bien vu avec c'est vrai qu'il y a un choc culturel. Les informations de votre confrère de Figaro. On a bien vu qu'il a rendu service parce que c'est l'homme du bon sens, c'est l'homme qui fait remonter ce qui se dit au Café du Commerce, c'est l'homme qui vient du peuple. Bref, j'ai envie de dire, c'est le gilet jaune d'Emmanuel Macron. Il invoque la procédure judiciaire pour éviter de répondre au Sénat de le faire. Il est dans son droit. Alors là, il faut être juriste, aussi bon juriste que François Grosdidier ou Philippe Bas. Philippe Bas, il y a une discussion là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que, à partir du moment où ces faits sont dans une procédure judiciaire, est-ce qu'on peut interroger sur ces faits? Philippe Bas dit, la question c'est la culpabilité. On ne peut pas vous interroger sur votre rôle, mais sur ce qui s'est passé, on a le droit de vous interroger, et notamment sur tout ce qui est procédural. Alors là, vous demandez au Conseil constitutionnel. Hein. Eh bien, on pose la question au Conseil constitutionnel et on espère bien avoir rapidement la réponse. Quel regard l'historien que vous êtes porte sur cette affaire? Eh bien, écoutez, je l'ai dit un peu sur ce plateau, en effet, c'est pas un scandale d'État. Hein. On a connu mieux, si j'ose dire. Hein. C'est pas un assassinat politique. Ou pire. Mais c'est pas non plus une affaire d'été, comme on l'a beaucoup entendu. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'on l'a en plein hiver, même les jours de neige. Donc, vous voyez que cette affaire n'est pas terminée. Elle rebondit, et elle rebondit toujours, je remarque, à un moment délicat pour le président. Hein. C'est quand même cette petite affaire de rien du tout qu'on a minimisée à l'envi, aussi bien dans les médias qu'évidemment à l'Élysée. Cette affaire a quand même fait échouer la réforme constitutionnelle. Vous trouvez qu'on l'a minimisée dans les médias? Un certain nombre de c'est les meilleurs scores d'audience pour Figaro Live oui, cet été. Mais un certain nombre de commentateurs, hein, je veux dire, d'experts, y compris ici d'ailleurs, l'ont minimisé. On nous disait, ce type est, c'est rien du tout, c'est un type de bas de gamme, je l'ai entendu ici. Alors qu'en fait, c'est un personnage véritablement intéressant. Oui, absolument. Mais disons que le ton, au début, hein, et le pouvoir a cherché à minimiser ça, à faire tomber la faute sur lui, rappelez-vous, erreur individuelle, etc., alors qu'il y a quand même un problème de système qui est derrière. Alors ça sera ma toute dernière question, Christophe De Vogue. Est-ce qu'il n'y a pas par contre eu de l'incohérence dans la communication de l'Élysée, en particulier d'Emmanuel Macron, justement, par rapport à Alexandre Benalla, entre le discours sur l'erreur individuelle et puis après le soutien affiché, assez bravache d'ailleurs, du président de la République? Moi je crois que c'est aussi une des nombreuses questions que pose cette affaire.
là je ferai un parallèle aussi avec les Gilets jaunes, une chose qui m'étonne beaucoup chez Emmanuel Macron, qui est si brillant, si réactif, qui est un spécialiste de Machiavel en plus, c'est ces erreurs de timing et ces retards à l'allumage. Rappelez-vous la semaine de silence au début de l'affaire Benalla qui lui a permis de grossir. Rappelez-vous les semaines de minimisation, encore une fois, du mouvement des Gilets jaunes. Et ça me surprend un petit peu. Alors maintenant, visiblement, il est passé à une phase réactive, mais on sent que chez l'homme, il y a un moment où il encaisse et où il ne trouve pas, ça doit être intéressant à suivre, où il ne trouve pas la réplique. Et comme nous sommes en Ve République et en monarchie républicaine, comme le roi se tait, tout le monde s'écrase. Merci Christophe pour ces précisions. Est-ce que vous êtes choqué par les nombreux refus opposés par Alexandre Benalla aux questions des sénateurs? C'est la question qu'on vous pose en une du Figaro.fr. On va prendre maintenant vos réponses, vos questions à nos décrypteurs. Elles sont nombreuses et on revient bien sûr sur cette affaire Benalla et vous pouvez continuer à nous les poser. Alors, François Grosdidier, j'ai une question qui m'est posée par Marie, notamment, qui nous demande « Vincent Kras va-t-il être réécouté ?» Non, je crois qu'on l'a largement écouté hier et c'est suffisant. Nous n'avons plus d'autres questions à lui poser. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dit hier, que nous dit Fanou, qu'elle n'attendait rien de cette audition. N'est-ce pas étrange comme réaction? Mais si, c'est vrai qu'elle n'attendait rien, puisque tout était organisé pour que nous ne puissions rien en tirer. Le dépôt de plainte, mercredi dernier, dont elle devait être informée, c'est évident. Alors, elle n'aurait pas pu empêcher un dépôt de plainte de la part du parquet. Mais elle ne devait pas complètement ignorer que l'Élysée portait plainte mercredi. Mais qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Même si elle avait rien à faire, elle le savait. Par ailleurs, ça s'est suivi immédiatement par l'audition et la mise sous statut de témoin assisté. Donc elle n'en ignorait rien, qu'elle en était à l'initiative ou pas, peu importe. De toute façon, je pense que c'est de l'Élysée qu'on a décidé de porter plainte immédiatement pour des faits qui remontaient à 4 mois. Porter plainte immédiatement, la justice est allée très vite pour neutraliser sur le plan de l'expression M. Benalla, dont on savait qu'il avait été convoqué quasiment en même temps que M. Stroda devant la commission d'enquête parlementaire. Laurence nous dit « Macron veut de la transparence, pourquoi ne le fait-il pas avec Benalla ?» Il y a eu un exercice de transparence, grâce à la commission d'enquête parlementaire du Sénat, mais aussi celle, dans une moindre mesure, de l'Assemblée nationale. Il y a eu un exercice de transparence assez fort sur le fonctionnement d'une maison comme l'Élysée. On n'est presque plus rentré dans les coulisses et la machinerie interne, comme on l'avait vraisemblablement jamais fait dans l'histoire de la Ve. Il faut quand même se souvenir, voir qu'on a eu Patrick Stroda, directeur de cabinet du président de la République, qui est venu expliquer par le menu comment il rédigeait ses contrats de travail, à qui il les envoyait, quel était le cheminement de la copie, pour l'exercice de transparence, grâce aux commissions parlementaires, là on a vu assez large. Pour le reste, sur le rôle d'Alexandre Benalla... Oui, c'est pas Philippe Bas d'ailleurs qui a dû apprendre des choses, puisque quand même il avait... Vous savez comment la machine fonctionnait, effectivement. Sur le rôle d'Alexandre Benalla, il y a après effectivement quelque chose qui est assez flou, notamment sur toute la période de la fin de l'année dernière, mais là il ne dépend plus, a priori... De la fin de l'année dernière, c'est-à-dire de la fin 2018. Voilà, fin 2018. Où là, lui, entre le moment où a éclaté l'affaire, le moment où il est licencié de l'Élysée et la fin le 31 décembre. Voilà, alors soit il agit seul, sans, comme il l'explique devant la commission, refaire sa vie, en gros, et à ce moment-là, il n'y a pas trop de questions à lui poser sur ce qu'il fait, soit il agit en lien avec l'Élysée, au-delà de la simple information à caractère républicain, et effectivement, là, l'exercice de transparence ne va pas jusqu'au bout. Donc Thomer nous dit mise en examen juste avant, le timing est parfait comme cela, il n'a pas à répondre aux questions de la commission, ça rejoint ce que vous nous disiez François Grosdidier. Une autre question de Christine, je ne comprends pas comment un garde du corps peut-il obtenir des passeports diplomatiques, il n'est ni diplomate ni ambassadeur. Est-ce que d'ailleurs la commission a fait un petit peu la lumière sur oui, d'abord, statutairement, il n'était pas garde du corps, puisque c'est expliqué qu'il ne s'occupait pas de sécurité, mais il était l'adjoint chef de cabinet chargé de l'organisation des déplacements et du protocole. Donc, il pouvait être amené à suivre le président de la République dans ses déplacements à l'étranger. À ce titre, il pouvait être doté d'un passeport diplomatique. Donc, après ça, qu'il ait un téléphone théorème, ça allait plus loin, le téléphone crypté, puisque son successeur n'en a pas. Qu'il ait une autorisation de port d'armes, c'est encore
plus surprenant pour quelqu'un qui est normalement juste chargé du protocole. Mais par contre, le fait qu'il y ait passeport diplomatique en soi n'était pas un problème. Juste un mot peut-être sur le téléphone théorème, parce que c'est un point intéressant. Toutes les personnes, enfin beaucoup de personnes qui en ont l'usage à l'Élysée expliquent ne jamais s'en servir parce que c'est trop compliqué. Entre les codes à entrer, les connexions à établir, ils préfèrent tous passer par des messageries cryptées type Telegram ou WhatsApp. Enfin moi, à ma connaissance, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui travaille à l'Élysée et qui dit oui, je m'en sers régulièrement, j'appelle tout le monde avec. Mais il a 27 ans, il est peut-être plus à l'aise avec les nouvelles technologies. C'est l'usage qui est compliqué. C'est plutôt la DGSE, Il est peut-être plus à l'aise, les services spéciaux qui les utilisent. C'est pas. Vous en déduisez quelque chose d'ailleurs à ce niveau-là, François Grosdieu? Oui, qu'il a eu dès le départ, mais ce qui n'était pas pénalement répréhensible. Mais pourquoi l'avoir caché? Il avait un rôle bien plus large que celui de simple garde du corps, d'ailleurs vous l'avez décrit, ou même que celui de chef adjoint de cabinet chargé du protocole et des déplacements. C'est un homme de confiance du président. Mais bien sûr, c'est un rôle bien plus important, qui d'ailleurs était capable de faire le lien entre les questions d'organisation, de sécurité et les questions politiques. Donc il y avait une capacité d'analyse et de conseil, tant d'ailleurs sur la sécurité intérieure... Avec les services également? Oui, que sur la sécurité intérieure, que sur la sécurité extérieure. Pendant ces auditions, a-t-il un avocat, nous demande Audrey? Oui, il y avait une conseil, maître Jacqueline Lafont, qui était avec elle. Qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs pendant Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire pendant cette commission? Rien, elle peut toujours lui passer des petits papiers, en lui disant ça on ne le dit pas, quoi, voilà. Mais c'est tout son rôle, c'est lui. Reste calme. Et c'est ce qu'elle a fait hier? Ça, on n'a pas regardé, on n'était pas au-dessus pour voir se passer des petits papiers. Une autre question qui était posée par cet internaute du Figaro, pourquoi ce sont les sénateurs qui sont chargés de l'audition et non un tribunal? Eh bien, mais parce qu'on n'est pas du tout dans le rôle. Un tribunal va juger des faits pénalement répréhensibles. Une commission d'enquête parlementaire, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, va enquêter sur le fonctionnement des services de l'État ou sur d'autres grandes questions. Je fais participer à des commissions d'enquête sur la qualité de l'air, sur l'écotaxe et écomouvre, sur les pesticides, sur l'état des forces de sécurité intérieure. Voilà, donc c'est l'objet d'une commission d'enquête. La différence entre celle du Sénat et de l'Assemblée nationale, c'est que le Sénat est réellement indépendant, donc mène en toute indépendance ces enquêtes, et je dirais même impartialité, parce qu'on s'en tient d'abord à des faits objectifs qui transcendent d'ailleurs le clivage droite-gauche, et on ne peut diverger que sur les éventuelles conclusions ou la vision politique, par exemple sur l'état des forces de sécurité intérieure, dès lors qu'on dit qu'il faut plus de réponses pénales, etc., à ce moment-là, la dispositif rentre. Autrement, tout le travail d'investigation, d'analyse des faits se fait objectivement et très impartialement pour une assemblée parlementaire. En tout cas, il y a une chose qui est un peu gênante, un argument qui n'a pas été utilisé hier par la Commission, mais que je sens, la question de la séparation des pouvoirs, cette mise en examen qu'on va dire opportune, elle pose un problème, parce qu'elle empêche le Sénat de contrôler l'exécutif, en fait. Car, en effet, l'objet de cette commission, c'est de mesurer les dysfonctionnements de l'appareil d'État, pas de juger Benalla. Je crois que ça va être très clair pour les téléspectateurs. Et là, en l'occurrence, la justice, en quelque sorte, intervient dans la relation entre l'exécutif et le législatif. Et ça, quand on parle, alors qu'on dit que justement, Benalla ne peut pas répondre au nom de la séparation des pouvoirs. Moi, je renverse l'argument. Il me semble que dans cette affaire, on bloque le contrôle, et c'est très important, parce que vous savez que la séparation des pouvoirs est toujours compensée par le contrôle des pouvoirs l'un sur l'autre. C'est la théorie de Montesquieu. Et sinon, la séparation des pouvoirs, c'est absurde. Les pouvoirs, à ce moment-là, s'ignorent et se font la guerre. Et donc, le contrôle que le Sénat, en tant que partie du Parlement, exerce sur l'exécutif, doit être absolument préservé. Une autre question, pour revenir sur le voyage au Tchad. Est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on soupçonne s'il a utilisé son passeport diplomatique pour faire passer des choses? Est-ce qu'il a transporté, nous demande Daniel, quelque chose dans sa valise diplomatique? On n'en sait rien. Voilà, on n'en sait rien. On sait qu'il n'a même pas eu besoin de visa, puisqu'un visa aurait exigé une démarche vis-à-vis du ministère des Affaires étrangères, donc il est passé même sans visa. On n'en sait rien, le mystère reste entier. Marie nous demande, peut-il être inculpé pour faux témoignage devant la commission? Apparemment, non. Ah si,
bon, il peut l'être, M. Stroda aussi. Avec On les sait mises que en l'un des deux examen. ment. Donc l'un des deux sera poursuivable. Ce qui est plus délicat, c'est la question de savoir s'il peut être poursuivi pour avoir refusé de répondre aux questions dès lors que son avocat lui conseillait de ne pas le faire. Dire il peut être parfaitement de bonne foi. Là, c'est plus risqué. Pour refuser de répondre, c'est 2 ans de prison. Pour avoir menti, ça peut aller jusqu'à 5. François-Xavier, est-ce que la séance d'hier peut aider Emmanuel Macron dans sa stratégie de reconquête de l'opinion, ou bien est-ce que ça le ralentit, encore une fois, alors que bien, cette affaire a éclaté en pleine crise des Gilets jaunes? Mais, on voit qu'il traîne toujours ce boulet Benalla depuis 6 mois et qu'il n'arrive pas à s'en détacher. Donc ça ne va vraisemblablement pas l'aider. L'handicapé, c'est compliqué de juger ça. Ça dépend de l'état de l'opinion. Est-ce qu'il y a une lassitude autour de l'affaire Benalla où on a l'impression que tout a été dit? Est-ce qu'il y a de la curiosité autour de ce que pouvait faire cet ancien collaborateur d'Emmanuel Macron au Tchad, en Afrique, dans ses 20 déplacements dans différents pays? En fait, maintenant, ça se joue vraiment entre l'opinion et par rapport à l'affaire. Le rapport de l'opinion par rapport voilà. à l'affaire Benalla. Un dernier mot, comment voyez-vous la suite? Pour vous, François Grosdidier, donc c'est un rapport parlementaire. Pour le Sénat, effectivement, il s'agit maintenant de sortir le rapport qui ne pourra que constater les contradictions, les contre-vérités ou les vérités changeantes qui nous ont été servies tout au cours des auditions, qui devra faire également des préconisations, tant sur la sécurité élyséenne que sur même le contrôle des frontières. Comment est-ce qu'on peut passer 20 fois la frontière avec un passeport qu'on est censé ne pas utiliser? Et comment est-ce qu'un ambassadeur peut ne pas prévenir le Quai d'Orsay ou la présidence de la République de la venue pour voir? Ça n'existe pas. Donc il y a quand même des dysfonctionnements de l'État. On nous a dit que ce n'était pas le bureau des légendes, mais alors c'est des pieds nickelés, quoi. Donc nous aurons des recommandations à faire. Une dernière question, rapidement. Qui décide des enquêtes parlementaires? C'est une question d'Arnaud. C'est le bureau du Sénat. La suite, pour vous? Oui, non, je disais, par rapport à ce que vous disiez, il faut peut-être pas non plus exclure l'hypothèse d'un peu d'amateurisme dans tout ça. C'est l'égalité dans ce cas-là. Voilà. Non, il y a... C'est inquiétant aussi. Christophe de Vogue? L'amateurisme, sans doute, mais l'amateurisme ne peut pas expliquer qu'on lui ait rendu ses passeports, si sa version est la bonne. Eh bien, on va suivre ça et on lira donc avec beaucoup d'intérêt le rapport de la commission d'enquête sur le Sénat. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur Figaro Live. Dans un instant, le président de Lyon Métropole est l'invité de Yves Tréhard. Cet après-midi, ce soir, point de vue. On fera également des directs sur la situation météo qu'on suit de minute par minute et d'heure en heure avec nos partenaires de la chaîne Météo. Et demain, on revient sur une autre question, une question d'actualité. Après la mort du comte de Paris, eh bien, combien de divisions chez les monarchistes? Quel héritage et quel avenir? Ce sera la question donc, au cœur des décrypteurs demain.